Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends juste 30 petites secondes avant que vous poursuiviez la vidéo sur la présentation du livre de Céphédite pour vous expliquer que ça ne sera pas en 2 mais bel et bien en 3 parties. En effet, je suis en train de faire le montage de cette seconde partie et je réalise que c'est une vidéo qui risque de durer 1h50, ce que j'estime bien trop lourd pour un tel sujet. Aussi, veuillez m'excuser qu'il y ait une 3e partie. Sur cela, je vous souhaite un très bon visionnage. À bientôt. Nous voyons la partie 2 de l'ouvrage de Céphédite. La conspiration des élites n'est plus une théorie. Seule issue, la dénonciation ou l'asservissement. Nous voyons ça tout de suite ensemble. Alors, le chapitre 5, l'effondrement programme du jour. Il commence toujours ses premiers chapitres avec des citations. Einstein, Tesla, JFK, Gandhi, des personnes qui ont impacté notre vie au quotidien. Encore aujourd'hui, on utilise tous leurs citations. C'est un peu un leitmotiv, c'est des muses en fait qui nous apportent quelque chose. Et il commence tous ces chapitres avec ces introductions. Et là, je vais vous la lire. C'est encore de JFK. Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Je peux dire que ce bouquin-là, il est percutant. Alors, on va parler maintenant de ce qui est les Illuminati. Alors, on va les Illuminati de... Oh là là, j'ai du mal à parler. Les Illuminati de Bavière sont censés avoir disparu il y a très très longtemps. Donc s'imaginer qu'en fait ils se seraient infiltrés au sein de la franc-maçonnerie, c'est pas totalement dénué de sens. D'ailleurs c'est fort probable. Et lorsque vous voyez les protocoles dits de Sion, les protocoles de Sion, que je vais vous énumérer, parce que quand on voit ce qui se passe de nos jours, et lorsqu'on lit les protocoles de Sion, on se dit ben oui. Alors il y a d'ailleurs, je tiens à préciser, il y a sur internet un débunkage des fameux protocoles de Sion. Il paraît que les protocoles de Sion ont été rédigés par des Russes afin de discréditer pendant la guerre froide les chefs du gouvernement occidental. C'est pareil que c'est débunké, que les protocoles de Sion en fait ont été écrits et rédigés par les services secrets russes, le fameux KGB, pendant la guerre froide. Et qu'en fait tout ça, les protocoles de Sion, c'est faux. Alors moi je veux bien, parce que ça, ce débunkage, là je parle de moi, là, opinion personnelle, voilà, ces débunkages, ces protocoles de Sion, je les avais lus il y a très longtemps, et j'avais vu le débunkage, et honnêtement, vu comment c'était rédigé, je me suis dit, mais ça remonte, ces débunkages-là, je les ai vus il y a plus de 15 ans, d'accord? Et je me suis dit, oui, effectivement, ça tient la route. Effectivement, on peut se dire que le KGB a pu rédiger les protocoles de Sion. Ça tient sous le sens. Seulement maintenant, avec ce qu'on vit au quotidien tous les jours, depuis ces 5-6 dernières années, ben, les protocoles de Sion tiennent la route. Hein. Alors, comme ce livre prend comme socle, comme base, les protocoles de Sion sur les chapitres qui sont à venir, je vais vous les lire. Surtout pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Parce que sinon, le reste du bouquin, vous allez décrocher, si vous ne l'avez déjà pas fait. La puissance action occulte des loges maçonniques. Comment attaquer un pouvoir qui serait invisible? C'est impossible. Or, c'est ce que notre gouvernement mondial est occulte dans son fondement. Il est indétectable par la masse et les gradés de ce monde sont à notre service. Comprenez les gradés? Infiltrés à toutes les plus hautes sphères des institutions. Les multitudes de loges infiltrées jouent inconsciemment dans le monde entier le rôle d'un masque qui cache en permanence notre but. C'est du one-man show. En fait, c'est pour vous tenir endormi. Deuxième point. Fin des régimes dynastiques. Passage pertinent. Avec le temps, le sens des vrais enseignements, tel qu'il avait été transmis dans les dynasties, de génération en génération, se perdit. Et cette perte contribua au succès de notre cause. Notre appel, liberté, égalité, fraternité, amena dans nos rangs, des 4 coins du monde, grâce à nos agents, des légions entières qui portèrent nos bannières avec extase.
Ce fut cette action qui amena notre triomphe. Elle nous donna, entre autres choses, la possibilité de jouer notre as d'atout. L'abolition des privilèges de la noblesse. Seule protection qu'avaient contre nous les nations et les pays. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, celle-là même qui nous a servi si longtemps, nous élevâmes une aristocratie secrète, exclusivement fidèle à nous. Nous l'établîmes sur la richesse tenue sous notre contrôle et sur la science promue par nos savants. De nos jours, ayant détruit les privilèges de la noblesse, le peuple tombe sous le joug des profiteurs rusés et des parvenus. L'argent va toujours dans les mêmes poches. Vous avez beau voter pour n'importe qui, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, peu importe pour qui vous votez. Même si ça fait plus de 80 ans que vous votez, l'argent va toujours dans les mêmes poches. Et vous continuez à vous appauvrir. Troisième point. Détruire la foi en Dieu. Il nous est indispensable de détruire toute foi, d'extirper de l'esprit d'égoïme, ça veut dire bétail humain, le principe même de divinité et d'esprit, ainsi que de lui substituer des calculs arithmétiques et des besoins matériels. C'est pourquoi nous devons toujours perturber et détourner le travail des prêtres, quelle que soit leur religion. Nos ancêtres ont toujours respecté ce principe. Parmi nos talents, nous comptons également celui de l'hypnose des masses au moyen d'une, attention, écoutez bien, phraséologie et de la théorie habilement construite. À notre connaissance, la seule société capable de maîtriser comme nous cette science serait celle des jésuites, qui nous assistent et qui nous avons jadis mis en place. Et voilà. Mais nous sommes parvenus aujourd'hui, par précaution et à la discrétion, aux yeux de la foule, à l'infiltrer au bénéfice de notre cause. Nous lisons dans la loi des prophètes que nous avons été choisis pour gouverner la terre, Dieu nous donna le génie pour que nous puissions accomplir cette œuvre. Entre parenthèses, il marque les dieux créateurs. Je ne rentrerai pas dans l'explication, mais il suffit que vous ouvrez vos yeux, vous allumez la télé, vous avez compris. Vos politiques, quoi. Quatrième point. Pas de morale en politique. Ça se suit, hein. La politique n'a rien de commun avec la morale. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politicien. Celui qui veut gouverner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie. Nous avons le number one actuellement. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son plus cruel ennemi. C'est pourquoi nous concluons qu'il est utile au bien-être du monde que son gouvernement soit entre les mains d'une seule personne responsable et prédestinée. Sans le despotisme absolu, pas de civilisation possible, car la civilisation ne peut avancer que sous la protection d'un chef, pourvu qu'il ne soit pas entre les mains de la masse. Alors, Lincoln doit se retourner dans sa tombe. La foule est barbare et le prouve en toute occasion. Le peuple est abruti par l'alcool. La jeunesse est détraquée par la drogue à laquelle on... Oh pardon, c'est tellement dur à la dire celle-là. La jeunesse est détraquée par la drogue à laquelle l'ont incité nos agents corrupteurs. Avouez que ça fait mal cette phrase, parce que c'est vrai en fait. Nos pauvres gamins sont, enfin nos pauvres gamins, même des adultes, sont abrutis par cette idée que prendre des drogues, ça fait voyager. C'est une idée d'évasion. Parce que la vie est tellement merdique que autant prendre des drogues pour s'évader de cette vie à la con, quoi. C'est dur, hein, c'est très dur. C'est pour ça que j'ai du mal à la prononcer, parce qu'elle est tellement véridique dans les faits de chaque jour. Bref. Autre point des protocoles de Sion. Massacre pour la cause. Combien clairvoyants étaient nos anciens sages lorsqu'ils nous disaient que pour atteindre un but réellement grand, nous ne devions pas nous arrêter devant les moyens, ni compter le nombre des victimes devant être sacrifiées à la réalisation de la cause. Nous n'avons ainsi jamais compté les victimes du bétail humain. Qui a dernièrement dit à la télévision, sur une chaîne bien précise, en utilisant le terme des animaux?
Nous mettons discrètement à la mort les curieux de telle manière que nul, en dehors de notre fraternité, ne peut en avoir le moindre soupçon. Bah tiens, les gens ils sont en train d'ouvrir les yeux à ce qui se passe. Les victimes elles-mêmes ne peuvent s'en douter à l'avance. Tous meurent quand il est nécessaire, d'une mort apparemment naturelle. L'auteur fait une petite parenthèse ici. Il dit « J'ouvre une petite parenthèse à ce sujet afin d'attirer votre attention sur le fait que cette dernière citation va se révéler cruellement d'actualité lors de la disparition bien opportune de certaines personnes impliquées, à titre divers, dans la dénonciation de manipulations politiques ou économiques et dont je citerai nombre de cas par la suite. » Effectivement, dans son livre, au fur et à mesure que vous tournez les chapitres, enfin que vous passez les chapitres, vous voyez des noms qui sont cités de personnes qui voulaient dénoncer les élites et qui ont trouvé une mort extrêmement étrange. On est très loin... Enfin bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ma vidéo, je suis sûre qu'elle va être censurée, strikée, je ne sais pas, mais bon. Autre point des protocoles de Sion. Censure permanente. Ah, tiens donc, aucune information n'atteindra la société sans passer par notre contrôle. Ceci est déjà pour nous un point acquis par le fait que toutes les nouvelles sont reçues de toutes les parties du monde par un petit nombre d'agences de presse qui les centralisent. Nous devrons également nous assurer le contrôle de toutes les formes de publication, y compris sur YouTube. Il ne serait d'aucune utilité pour nous de contrôler la presse si nous restions exposés aux attaques des livres. Rien à rajouter, nous vivons cela tous les jours. C'est entre parenthèses. Hein. Ultime point. Le caractère abstrait du mot liberté a permis de convaincre la populace que le gouvernement n'est qu'un gérant représentant le propriétaire, c'est-à-dire la nation, et qu'on peut s'en débarrasser comme d'une paire de gants usés. Le seul fait que les représentants de la nation peuvent être déposés les livre à notre pouvoir et met pratiquement leur choix entre nos mains. Avec un président choisi parmi la foule, c'est-à-dire parmi nos créatures, nos esclaves. Vous voyez quelqu'un là? Je vais vous insérer quelque chose qui, quand j'ai lu ce livre, quand j'ai lu ce petit morceau, je me suis dit, mais oui, là j'ai pensé à ça. Ça fait vraiment esclave quand même. Autre point. Fonctionnaires serviles. Nous choisirons parmi le public des administrateurs aux tendances serviles. Ils seront inexpérimentés dans l'art de gouverner. Nous les transformerons facilement en pions sur notre échiquier, où ils seront mus par nos savants et sages conseillers, tous spécialement formés dès la plus tendre enfance pour notre gouvernement mondial. Les gens simples ne profitent pas des informations fournies par l'histoire vraie qui pourraient les effrayer, mais ils s'en tiennent à une routine de théories apprises. Il faut donc leur écrire l'histoire qu'ils doivent croire afin qu'ils n'en tirent aucun principe réel. Avec cette idée en perspective et le concours de nos médias, nous augmenterons sans cesse leur confiance aveugle en ces lois et faux concepts. Ne croyez pas que nos assertions sont des mots en l'air. Considérez le succès de Darwin, Marx et Nietzsche préparé par nous. Là, je vous assure que en tant que lecteur, je suis tombée encore sur les fesses qu'il les insère, mais c'est dans les protocoles d'Ancien, donc de toute façon on ne peut pas trop y échapper. Nécessité des guerres économiques. Là aussi c'est pas mal. Toute guerre sera transférée sur le terrain économique. Alors les nations reconnaîtront notre supériorité en voyant les services d'arbitrage que nous rendons aux deux adversaires. Alors nos droits internationaux balayeront les lois locales devenues caduques et gouverneront les pays comme les gouvernements individuels leurs sujets. C'est par la ruine que nous ferons mettre à genoux, à terre, nos ennemis. Et il parle, entre parenthèses, Fédit, voir les très actuels accords de libre-échange. Un cas intéressant à étudier d'ailleurs. La plus grande force des temps présents est concentrée entre nos mains. En 2 jours, nous pouvons faire sortir des trésors. Excusez-moi. En 2 jours, nous pouvons faire sortir de nos trésors secrets n'importe quelle somme, même la plus astronomique, puisque nous créons nous-mêmes les monnaies et les crédits à travers toutes les banques centrales qui nous appartiennent. Il n'y a pas d'argent magique. Autour de nous, rappelons-le, il y aura toute une constellation de banquiers, d'industriels, de capitalistes et surtout
des millionnaires. Parce que pour l'essentiel, tout se réglera par le biais des chiffres. Où est-ce que se rendent tous les millionnaires au moins une fois par an? Quelque part, dans une vallée de Davos. Allez, opposer les partis. Diviser pour mieux régner. Nous avons dressé tous les pouvoirs les uns contre les autres en encourageant leur tendance libérale vers l'indépendance. Nous avons favorisé toute entreprise dans ce sens. Nous avons mis des armes formidables aux mains de tous les partis et nous avons fait du pouvoir leur but de toute notre ambition. Nous avons transformé les gouvernements en arènes pour les guerres de partis. Oh, sérieux, c'est vrai? Actuellement, nos différents partis nous font un beau one-man show. Hein. Pour s'assurer les faveurs de l'opinion publique, il faut tout d'abord l'embrouiller complètement en lui faisant entendre de tous côtés et de toute manière des opinions contradictoires, jusqu'à ce que les gens soient perdus dans leur labyrinthe. Ils comprendront alors que le meilleur parti à prendre est de n'avoir aucune opinion en matière politique. Nous avons à notre service des individus de toute opinion, de toute doctrine, des partisans de la restauration monarchique, des démagogues, des socialistes, des communistes et toutes sortes de rêveurs utopistes. Notre véritable intérêt vers la dégénérescence des petits gens. Notre force consiste à maintenir la masse des travailleurs dans un état constant de besoin et d'impuissance, parce qu'ainsi nous l'assujettissons à notre volonté. Et dans son entourage, le travailleur ne trouvera jamais ni pouvoir ni énergie pour se dresser contre nous. Nous gouvernerons les masses en tirant parti des sentiments de haine allumés par l'oppression et le besoin. Quand viendra pour nous le moment de couronner notre maître du monde, nous veillerons à ce que, par les moyens... je le refais, excusez-moi. Quand viendra pour nous le moment de couronner notre maître du monde, nous veillerons à ce que, par les mêmes moyens, c'est-à-dire nous servant de la populace, nous détruisions tout ce qui serait un obstacle sur notre route. Comprendront ce qu'ils désirent. Nous comprendrons qui pourra surtout. Et on finit avec le dernier point des protocoles de Sion, les crises économiques. Cette haine sera encore accrue par l'effet que produiront les crises économiques qui arrêteront les marchés et la production. Nous créerons à la fin une dernière grande crise économique universelle par tous les moyens détournés possibles et à l'aide de l'or qui est presque entièrement entre nos mains. Nous aurons auparavant ruiné toutes les monnaies fiduciaires qui ne seront plus porteuses de confiance. Simultanément, nous jetterons à la rue, dans toute l'Europe, des foules énormes d'ouvriers. Ces masses seront alors heureuses de se précipiter sur ceux qui ont du bien et que, dans leur ignorance, elles ont jalousé dès l'enfance. Elles répandront le sang et pourront ensuite s'emparer de leur patrimoine. Souvenez-vous de la Révolution française que nous appelons la Grande, les secrets de sa préparation étant l'œuvre de nos agents. Nous sommes donc bien connus. À partir de ce moment, nous allons conduire les nations de déception en déception, de sorte qu'elles en viennent à désavouer les démocraties en faveur du roi despote éclairé que nous préparons au monde. J'espère qu'en vous lisant les protocoles de Sion, vous avez eu la même réaction que moi, c'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement dans notre quotidien, on se l'est pris dans la figure comme une pelle à neige, c'est aussi douloureux. Et on reconnaît vraiment toute cette manipulation à des cordes et que nous, on est des petites marionnettes et on ne s'en rend pas compte. Ça fait très mal. Effectivement, quand vous lisez ce livre, il faut être prêt psychologiquement à vous prendre une grosse baffe. Hein. Parce que vous lisez ce livre-là, vous revenez 10 ans en arrière, vous avez ce livre-là dans les mains, vous vous dites c'est quoi ce torchon quoi? Qui c'est, ça sort d'où? Le problème, c'est que quand vous lisez ça, et avec tout ce qui se passe actuellement, ça devient une vérité. C'est très difficile de dire, je vais te débunker ton bouquin, c'est de la merde. Donc les critiques qui font un débunkage, en disant que les protocoles de Sion, c'est le KGB qui l'a créé, afin de pouvoir discréditer les personnes lors de la guerre froide, ouais, moi je veux bien, mais à l'heure d'aujourd'hui. Enfin bon. Je vous passe le passage sur
Henry Ford, également sur tout ce qui concerne Michel Onfray, parce que bon, tout le monde connaît Michel Onfray, où voilà, tous les propos que Winston Churchill aurait prononcés. Petit conseil, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur justement la manipulation des élites, voir le livre qui a été écrit en 1932 sur le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Parce que ce monsieur-là avait 86 ans d'avance visiblement. Il dit, je cite, « Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulue, nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures. Une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur serviteur, l'amour de leur servitude. » Derrière, il parle également d'Henry Kissinger. Alors lui, depuis toujours, il passe pas à la gorge, lui. J'aime pas cet homme. Bon, ça c'est mon point de vue personnel, mais je l'aime pas. Pourquoi? Contrôlez la nourriture et vous contrôlerez le peuple. Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations. Contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde. Comment aimer cet homme? Bon, je vous passe tous les passages des personnes qui ont voulu dénoncer la corruption de ces élites et qui ont trouvé une mort extrêmement douteuse, parce qu'il y en a un paquet. C'est pour ça que je vous dis le voir. Après, ben, il vous met un des personnages principaux de la liste, hein, des personnes qui ont été curieusement tuées. Le principal étant JFK. Il y a tout un passage concernant les déclarations qu'a fait ce président, comment c'est orienté, comment c'est manipulé par les médias pour vous faire croire que JFK avait tendance à dire des sottises pour pas être méchante dans les propos. Et il vous met un lien que j'ai été voir qui est toujours actif, donc c'est pareil, vous pourrez l'avoir dans les descriptions. C'est un lien concernant les archives audio de JFK, mais dans son intégralité, pas les petites parties qui ont été reprises par les médias, mais dans son intégralité, pour que vous voyez que certains sujets qu'il a dit ont été sortis de leur contexte. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble, pour vous montrer à quel point ils sont sournois, quoi. Également, il vous parle concernant l'espionnage par le téléphone. Très, très intéressant passage. Enfin, passage, ça fait plusieurs pages. Sur les réseaux internet, sur les fake news, sur comment vous êtes pisté. Il parle également de Serge Monast, pour ceux qui connaissent. C'est un journaliste d'enquête québécois qui a écrit vraiment de très très bonnes choses. Un petit peu à l'instar de George Orwell, vous voyez. Donc là, vous avez tout un tas de personnalités qui sont déjà intervenues dans les médias, qui sont déjà intervenues dans la presse, et en particulier la presse privée, parce que la presse publique, vous savez à qui elle appartient, donc voilà. Donc on a Bernard Christophe, on a le docteur Jean-Jacques Mellet, vous avez Corinne Gouguet, Claire Sévrac, et toutes les personnes que je suis en train de vous citer sont mortes mystérieusement. Passage aussi très très intéressant, Coluche et Balavoine. Alors ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans, ceux qui sont de cette génération-là, Coluche et Balavoine, vous les avez connus, vous étiez tout petits, hein, on était des enfants, mais ils ont quand même laissé une empreinte, même en étant enfants, ils nous ont laissé une empreinte, et on sait que ce que Coluche a fait, à quel point il était devenu dangereux pour les politiques, parce qu'il était, pas la star, mais il était tellement aimé par les Français que se présenter à la présidence, il manquait de gagner. On s'est retiré à la dernière minute, mais il manquait de gagner. Alors, Céphédite parle de l'accident non accidentel de Coluche et de Daniel Balavoine. Il apporte certaines... je ne peux pas appeler ça une preuve, parce que pour moi,
c'est pas une preuve, c'est des théories qui sont tout à fait recevables, hein, mais je peux pas dire que c'est une preuve, c'est pas des faits. Et moi, quand par exemple je parle de quelque chose, j'ai besoin de faits concrets. C'est comme quand tu parles de justice, il faut des faits. Tu parles pas avec des théories, tu peux pas théoriser. Donc pour moi, ce sont des théories qui se tiennent. L'application de la mort de Coluche et de Balavoine de la franc-maçonnerie pour les faire taire, parce qu'ils étaient devenus dangereux, parce ils réveillaient les consciences, ils réveillaient les masses. Souvenez-vous de Coluche, qui était en train de prouver à la télévision en direct, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de... Tu sais, tu n'enregistrais pas en numérique, enfin voilà, c'était du direct, où il avait pris différents journaux, et qui montraient, tiens, regarde, la première de... Si je vous retrouve les images, je vous les inclus là pour vous expliquer. Il vous montrait les différents journaux, que la première de couverture était complètement différente, mais qu'ensuite, quand vous tourniez les pages, c'était exactement le même contenu. Il n'avait qu'une narration. Un seul narratif. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une par exemple. Oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magdalene, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après, voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Voyez, et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Et je finirai ce passage par un petit texte de Daniel Balavoine. Toi qui as brisé la glace, c'est que rien ne remplace la vérité et qu'il n'y a que deux races, ou le faux ou le vrai. Si tu parles, il te faut savoir que ceux qui lancent des regards courroucés ne pourront voir dans le miroir que ce qui peut les arranger. Tu connais l'ambition suprême de ceux qui te vouent la haine. Ils voudront sous la menace te fondre dans la masse pour t'étouffer. C'est magnifique, Daniel Balavoine qui est mort dans des circonstances pour le Paris-Dakar qui est quand même relativement suspicieuses, effectivement. Pareil, hein, fortement dirigé la pensée des masses par les médias de l'époque. Et c'est comme, en tout cas pour moi, Jimmy Guilleux, qui lui aussi dénonçait les chemtrails à l'époque, c'est un auteur, c'est un romancier, il a écrit entre autres EBE, super roman. Lui il dénonçait les chemtrails il y a tellement longtemps, et peu de temps après il est mort. Curieusement avec une bille de plutonium dans son siège. Il a été irradié. C'est vrai que tout le monde a une bille de plutonium dans son siège. Ok, passons suivant. Passons au chapitre suivant. Thomas Jefferson. Il y a tout un passage sur cet homme, fortement charismatique, qui dénonçait les pouvoirs des banques privées. Très 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 intéressant sur ce passage de Thomas Jefferson qui dénonçait les banques privées, les magouilles des banques privées et comment ils ont fait pour récupérer toute l'or en fait. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis de 1801 à 1809, dénonçait déjà en 1802 le pouvoir néfaste des banques privées. Je vais augmenter le chauffage, je suis juste à côté du chauffage, mais je suis gelée quand même. Alors, je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession. D'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison, sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis. Ma belle limace baveuse de Clochois. Vous devez pleurer, vous serez heureux. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.
c'est dur ce livre, il est très très dur ce livre. Parce que comme c'est un condensé de toutes les dénonciations qui ont été faites en amont par des personnes qui prévenaient déjà avant de tout ce qui était susceptible de se passer, et que tu le lis et que ça devient une évidence et tu te dis merde, dans quoi on va? Bah moi j'ai tendance à vous dire que ce livre-là, je prends le principe de dénonciation, mais l'asservissement, ça ne me convient pas, ça va pas pour moi en tout cas. Donc les banques, qu'est-ce que c'est très important? Les accords top secrets du général-major Gerd Helmut Komusa. Alors c'est pareil, je vous mettrai les liens qui sont très intéressants à voir, ce fameux général du service de contre-espionnage militaire de la MAD. Alors là, attention, c'est écrit en allemand, je ne connais pas bien, donc je vais le prononcer. Militärischer Abschirmdienst. Oh, je ne parle pas un mot d'allemand, c'est terrible. Alors qui confirme l'existence de cet accord top secret et que vous pouvez retrouver. Donc je vous mets le lien là, mais vous pouvez l'avoir aussi en livre. Je vous mettrai l'ISBN. Et qui parle du contrôle unilatéral des Allemands sur la puissance occupante jusqu'en 2099. C'est-à-dire que jusqu'en 2099, nous sommes réellement en fait sous une occupation allemande. Où est déjà le centre de l'Europe? Où sont prises les décisions européennes? Passage très important aussi sur ces fameux accords top secrets. Alors, j'hésitais à en parler parce que je me demande si je dois le faire en fait. Il y a un passage dans le livre qui est d'actualité pure et simple. On est en pile dedans et je ne sais pas si je dois l'aborder tellement que c'est délicat comme sujet. Il parle du complot américano-israélien. Si j'en parle, j'ai peur que la vidéo soit straquée et que du coup elle passe pas. Bon alors en un mot, ce qu'il explique dans cet accord, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà, je rentre pas plus dans le sujet, ok. Je vais parler de quelque chose d'un peu plus léger. Enfin, d'un peu plus léger. Le passage qui m'a le plus plu, qui m'a le plus intéressé, c'est ce passage sur les énergies. J'ai réalisé des graphiques en fonction de ce qui était donné dans le livre, pour que ça soit un peu plus... comment dire, ça soit... vous ayez des schémas. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'après ces fétites, nous sommes à la période où c'est fini, il n'y a plus de pétrole. C'est la fin du pétrole. Terminé le pétrole. On ne peut pas produire et consommer plus avec moins de pétrole et donc d'énergie. Et le fait est que la situation ne va pas aller en s'améliorant. Il commence comme ça, hein, attention. Hein. Eh bien, cela implique que nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin de l'abondance énergétique et que celui qui s'évertuera à dire le contraire n'est qu'un menteur. Et apparemment, une personne qui en a parlé, c'est Jean-Marc Jancovici, hein, tout le monde le connaît cet homme-là. C'est pareil, une fois de plus, cet ingénieur de l'école qui est sorti de l'école de Polytechnique a fait de très très bonnes remarques concernant cette fin d'abondance énergétique mais économique également, très très intéressante. Je vous renverrai sur merde, comment, excusez-moi, ça va les promos avec moi. Je vous mettrai les liens, vous en faites pas, vous cherchez, ça sera dans les descriptifs si vous voulez voir ce que dit Jancovici sur ce sujet. Alors, l'OPEP, sur ces fameuses énergies et sur le fait que c'est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que les puits de pétrole sont dans un déclin catastrophique. Et que les pays arabiques
où il y a les plus gros puits de pétrole sont en train de se tarir. La source, ça y est, il n'y en a presque plus. Et c'est pour ça que ces pays sont en train de faire une reconversion dans le domaine du commercial, c'est-à-dire qu'ils sont en train de changer de position. Ils changent leur fusil d'épaule. Ils faisaient commerce avec l'or noir, et ils se sont fait des milliards sur ça, et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas pouvoir continuer sur le long terme, parce que les puits sont pratiquement vides. Il y a l'OPEP qui estimait ses réserves à environ 900 milliards de barils, soit environ 78% des réserves mondiales, dont 60% en provenance du Moyen-Orient dans les pays qui les composent. C'est-à-dire donc, ce que j'appelle les pays arabiques, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Koweït, l'Irak et les Émirats arabes. Et en fait, tous ces pays-là sont en train de se reconvertir. Ils savent, eux, ils ont connaissance de ce qui reste dans les puits. Ils le savent. Et en fait, ils sont en train d'amorcer tout un changement de leur paradigme de l'or noir. C'est-à-dire que ils se lancent dans le divertissement, ils rachètent actuellement tous les clubs de foot, ils rachètent des châteaux, ils prennent possession de certaines terres pour agrandir des zones entières de désert, pour en faire des grandes cités. Hein. Voilà. Des cités qui développent le divertissement. Hein. On se rappelle tous de ce fameux stade hautement climatisé. Merci l'écologie. Maintenant, ils se lancent dans la construction de bâtiments énormes où vous pouvez retrouver des pistes de ski qui sont chauffées, des pistes de ski qui sont tenues par des systèmes de production de neige artificielle, et pour les tenir au froid, donc ils sont obligés d'utiliser énormément d'énergie pour faire tenir cette neige artificielle et pour qu'il y ait une zone de froid avec tout ce qui va autour. Les cafés, donc bon, il n'y a pas d'alcool chez eux, hein, vous avez bien compris, mais ils ont quand même tout organisé maintenant sur le divertissement. C'est devenu leur point number one, le divertissement. Construire de plus en plus grand, par exemple à la Mecque, il faut voir comment c'est devenu, ça s'est étendu. Avant, ça partait avec un tout petit truc, hein, la Mecque, hein, et aujourd'hui, c'est devenu un truc super gigantesque, où vous avez des bâtiments qui sont tout le temps en construction, qui sont plus grands les uns que les autres. C'est devenu une zone qui coûte extrêmement cher pour les pèlerins. C'est limite, ils sont obligés d'hypothéquer leurs biens, ils sont obligés d'économiser sur des dizaines et des dizaines d'années pour pouvoir faire un pèlerinage à la Mecque. C'est devenu un business. Hein. C'est très dur, hein, parce que je connais ça c'est point de vue personnel, hein. Je connais des musulmans et ils aimeraient faire un pèlerinage, mais c'est hors budget. C'est dur, hein, pour eux, faut pas croire, hein, surtout quand tu es extrêmement croyant, tu peux pas aller faire ton pèlerinage alors que tu rêves d'y aller. Financièrement, tu peux pas parce que c'est devenu trop cher. Donc en fait, effectivement, l'OPEP qui estime ses réserves à temps et qui sont en train de diminuer, c'est pas rien. Et on voit effectivement que les pays arabiques sont en train de complètement changer de sphère, de thématique. Hein. Fini l'or noir, bonjour l'or, comment on pourrait appeler ça? L'or du divertissement? L'or de la FIFA? Très difficile de savoir parce qu'ils prennent vraiment, ils tapent sur toutes les sphères, hein, pour faire venir plus en plus de tourisme. Ils travaillent beaucoup de plus en plus sur le tourisme. Donc on voit que, par exemple, Fedit donne des chiffres. En cette année 2008, le commissaire européen à l'énergie, Andris Pielbag, parlait très clairement de ce problème en déclarant qu'après ce fameux pic d'huile, donc le peak wall, j'ai fait une bonne traduction, la production mondiale pourrait décliner de 4% par an, soit 20% en 5 ans. Donc autant dire que vers 2030-2040, on n'a plus rien. Ça y est, c'est fini. On n'a plus d'énergie. Le litre d'essence, il va coûter combien du coup, si on est en pénurie?
J'imagine même pas. Hein. Alors, pour combler cette perte d'énergie en pétrole, ils cherchent l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie verte, les fameuses éoliennes. D'accord? Donc là, c'est pareil, il y a un très bon passage sur les énergies éoliennes. Au niveau du kilowatt, attendez, j'essaye de retrouver le passage. L'écologie politique et les énergies renouvelables, de faux prophètes dangereux. Voilà, comme on vous dit qu'il faut se méfier des faux prophètes, là t'en as un. Justement pour le climat, pareil, comme je vous disais, ça a été une véritable petite bénédiction, ce court passage dans ce chapitre. Je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment fascinant et il vous apprend plein de choses. Il vous parle du compteur Linky, des voitures électriques. Je rentrerai pas sur le sujet des compteurs Linky. Hein. Voilà, foutaise, ce truc, c'est une catastrophe. Qui c'est qui a créé, qui s'est dit que ça serait intelligent de créer ce machin? Oh là là là. Alors, même si je n'aime pas l'homme, Nicolas Hulot a quand même dit quelque chose d'intéressant qui a été repris dans le livre. Il sera difficile de tenir le calendrier de 2025. Pour ceux qui savent, réduction par nucléaire à 50%. Sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile. On n'a pas réouvert une usine à charbon il n'y a pas longtemps. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour amener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Et ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon. Et probablement que si l'on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait même réouvrir d'autres centrales thermiques. Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. Pour les énergies vertes. Pour pouvoir enlever tous les parcs nucléaires. Vous savez, ce fameux accord qui finalement se révèle aujourd'hui une catastrophe, quoi. Parce qu'on est en perte d'énergie. Alors, très bon passage également, encore une fois, sur des propos qu'a tenu Jean-Marc Jancovici. Je rappelle, ingénieur de l'école polytechnique et spécialiste des questions énergétiques. D'accord. Donc on a une simple comparaison chiffrée entre la construction d'un parc énergétique qui est 100% nucléaire avec un parc énergétique 100% éolien. Regardez bien. Reconstruire d'un parc nucléaire à l'identique type EPR, puissance d'environ 60 gigawatts, coût 240 milliards d'euros environ, pour une durée de vie entre 60 et 80 ans. Construction d'un système 100% éolien sans centrale thermique pour pallier à l'absence de vent et donc 0% de CO2, coût total. Stockage, énergie nécessaire, construction de 300 barrages, coût 1000 milliards d'euros environ. Puissance éolienne à installer nécessaire de 300 gigawatts pour un rendement utile de 20% de cette puissance, soit 60 gigawatts en intégrant les contraintes de stockage et de circulation dans le réseau, à raison de 1500 euros de kilowatt installé. Ça fait un coût de 450 milliards d'euros pour 20 ans seulement. C'est une durée de vie d'une éolienne. À multiplier par 3 pour parvenir à une période équivalente qu'en nucléaire de 60 ans, soit 450 x 3. Ça signifie 1350 milliards d'euros. C'est un bouffe-pognon et en plus ça sert à rien, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Si le raccordement au réseau de distribution électrique et au barrage de plus de 50 000 éoliennes, au lieu de 20 sites nucléaires, ça a quoi comme coût? Eh bien ça a un coût de 500 milliards d'euros. Et il dit, au final, avec un système 100% éolien, le soleil bien... Je vais y arriver. Hein. Le solaire, bien pire que l'éolien, représenterait en plus un investissement 2 à 3 fois supérieur à cause d'un facteur de charge 2 fois plus faible que l'éolien. La facture réelle totale représenterait 2850 milliards d'euros sur 60 ans ou près de 2000 sur 20 ans, au lieu de 240 milliards sur 60 à 80 ans pour le nucléaire. Je vous ai lu ce gros pavé parce qu'il explique que en fait l'éolien c'est une grosse fourberie quoi, alors que le nucléaire, même si c'est un peu ça fait flipper quand même beaucoup de monde, ça reste quand même ce qu'il y a de plus sûr au niveau énergétique. Autre point au niveau des éoliennes. Les éoliennes ça gèle et parfois lorsque ça a bien gelé, vous avez une nacelle qui va jusque la centrale des pales pour vaporiser un produit antigel extrêmement polluant
pour dégeler les éoliennes. Et les pales des éoliennes sont en enfouissement. Aucun moyen de recyclage. Tu parles d'une énergie verte. Et pour cela, je vais vous renvoyer sur une vidéo d'Effecator qui parle de ces énergies. Vous allez voir, sa vidéo est géniale, extrêmement bien expliquée. Et en fait, ça reprend les propos de Cefedit en fonction de ces énergies. En fait, Defecator dit exactement la même chose. Donc pour moi, c'est Defecator, pour moi, c'est un youtubeur qui est vraiment pile poil là où il faut cibler les débunkages. Mais là, c'est pas un débunkage, il explique réellement que les énergies éoliennes, c'est de la merde, quoi. Les voitures électriques, je vous en parle parce que ça, il y a un gros passage sur les voitures électriques. Au mieux, non, je vais faire plus simple. Je ne vais pas vous lire le passage, je ne vais rien vous ressortir. Je vous mettrai une vidéo de présentation sur la fameuse voiture électrique et je vous le mettrai en vidéo, en description sous la vidéo. D'accord? Parce que il y a des caractéristiques sur les voitures électriques et comment dire, il y a également ce qu'on voit comme comment on appelle ça, l'espionnage industriel. C'est pas super intéressant ce passage. Ensuite, on arrive au chapitre 6, le fameux gouvernement mondial. Leur devise pourrait être l'ordre à partir du chaos. Ouais. Alors là, c'est pareil, c'est vachement intéressant. Pas autant que ce qui était sur les énergies. Parce que bon, bah là, on a toute la base de fourberie. On énumère, enfin, Cefedit énumère toutes les personnalités politiques, les personnalités du lobbying, des finances, qui ont joué un rôle prépondérant dans la mise à mort de l'Occident. Vraiment, c'est ça. Hein. On parle donc de David Rockefeller, ce qu'on appelle, en fait, excusez-moi, pour faire simple, il parle des comités des 300. La commission trilatérale, d'accord, et des différentes sociétés secrètes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la commission des 300, c'est la couronne britannique. Okay. Et alors, on voit notre cher Nicolas Sarkozy, qui est répertorié, qui en janvier 2008 a déclaré sur les chaînes de télévision: nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Ce que ne fera pas en 2009 sera plus facile à faire en 2010. Cette année sera sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies. Le temps joue contre nous. Plus tard, Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, mais en fait conseiller, c'est l'homme qui murmurait au président, lui. L'instauration d'un gouvernement mondial est incontournable pour résoudre les problèmes du monde qui ne sont plus à la portée des nations, même les plus évoluées. Il y a Daniel Inouye, sénateur démocrate de l'État d'Hawaï au Congrès des USA aussi, qui dira, et je vous mettrai une fois de plus le lien dans la description: il existe un gouvernement de l'ombre avec ses propres forces aériennes, sa propre marine de guerre, ses propres mécanismes de financement qui a la capacité de suivre ses propres conceptions de l'intérêt national, de la même qu'il échappe à tout frein et contrepoids, ainsi qu'à la loi elle-même. Hawaï. Ça parle il n'y a pas longtemps, quoi. On voit aussi Lawrence Patton McDonald. Alors lui, il a dit un truc super intéressant. Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration? Oui, en effet, je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Attention, le gars, Patton McDonald, c'est pas n'importe qui, hein. D'accord, c'est le cousin du célèbre général Patton, tu sais, le type quoi, qui était député américain à la Chambre des représentants des États-Unis. C'est pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était haut placé. On en a un autre de haut placé qui est mentionné, Thomas Drake.
Donc lui, c'était un ancien cadre supérieur de la NASA. Je tourne. Ouais. Attendez, oui c'est là. Je savais que la Maison Blanche et le général Hayden s'étaient placés au-dessus des lois. Ils ont choisi de ne pas respecter la Constitution. J'ai tiré toutes les sonnettes d'alarme en interne. En 2002, j'ai été appelé comme témoin dans une commission d'enquête sénatoriale. Vous savez à propos de quoi il a été témoin dans une commission pour les fameux attentats du 11 septembre. Je leur ai donné des infos ultra secrètes en ma possession, en plus d'informations détenues par la NASA qui avaient été transmises aux plus hautes autorités militaires et qui auraient pu empêcher les attentats du 11 septembre. Ce passage-là est quand même vachement intéressant. J'ai tout donné à la commission. J'ai alors été chargée de rédiger le rapport final sur ce que la NASA savait et aurait dû savoir avant le 11 septembre. J'ai obtenu des informations extraordinaires qui ont toutes été consignées dans mon rapport. Puis j'ai été débarquée de l'enquête. Ils ne voulaient pas que le Congrès sache la vérité. J'ai été mis au placard et on m'a dit très clairement, attention, ils cherchent les auteurs des fuites. C'est une menace, non? Les plus hauts responsables s'emploient à étouffer cette affaire. Je savais alors que j'étais considérée comme une menace. Un ordre direct du directeur adjoint de la NASA a exigé que l'on enterre toutes les informations critiques sur ce que la NASA savait du 11 septembre et que l'on interdise toute enquête à ce sujet. Point final. Bon, je ne rentrerai pas sur le sujet des attentats du 11 septembre. Il y a tellement à dire sur ce passage. Moi, mon opinion personnelle, ça n'intéresse personne, d'accord? Mais ce qu'il y a écrit dans le livre par rapport à ça, c'est plutôt intéressant quand même. On parle également d'Iron Rousseau. C'est pareil, c'est très intéressant. Alors, ces armes spirituelles, politiques et économiques. On va parler du culte satanique. Alors on parle de culte satanique, on voit également des propos que tenue Élise Lucet, c'est répertorié dans le bouquin. Également des révélations de l'ex-agent du FBI Ted Gunderson, qui a déclaré en 1993, je cite, « Au cours des années, j'ai rassemblé des données. Jusqu'il y a 2 ans, j'ai continué à dire qu'il y avait un réseau clandestin à l'œuvre dans ce pays, impliquant la drogue, la pédophilie, la prostitution, la corruption, et il y a quand même 3 petits points derrière, donc il y en a encore d'autres. Depuis l'approfondissement de mes recherches, je suis convaincue que c'est beaucoup plus sérieux. Plus qu'un réseau clandestin de relations, il s'agit d'une réelle conspiration. Dans les faits, cette conspiration concerne la pornographie, la drogue, la pédophilie et les enlèvements organisés d'enfants. Bah ouais. Donc au niveau du satanisme, ça y est inclus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qui est la nécessité d'en faire un business? C'est dégueulasse quoi. Bon, on est d'accord, là ça reste mon point de vue personnel, mais je sais que vous qui écoutez, vous êtes comme moi, ça vous donne la nausée, ce genre de choses. I'm fine, I just threw up in my mouth a little bit. Je vais vous rajouter ce petit passage. Il a alors découvert qui se cache derrière les églises sataniques aux USA, mais aussi dans le monde. Il déclare au sujet des sacrifices. Pour le plus grand travail spirituel, on doit choisir la victime qui contient la plus grande et la plus pure des forces. Un enfant mâle d'une parfaite innocence et d'une grande intelligence constitue le rituel le plus satisfaisant et convenable. Il y a une organisation de réseau d'enlèvement d'enfants. Alors, entre parenthèses, les Fnenders, je vais vous l'écrire. Opération secrète de la CIA qui serait un trafic d'enfants d'ampleur mondiale. Il parle qu'il y a environ entre 50 000 et 60 000 personnes sacrifiées chaque année pour les rituels sataniques et plus de 100 000 enfants qui disparaissent chaque année. Et cet homme-là a été assassiné quelque temps après avoir fait ses déclarations. Il y en a un autre qui met les propos de Gunderson en accord avec la réalité. Et là, il s'agit du père Georges Mourant, qui est un prêtre exorciste officiel du diocèse de Paris. Encore quelqu'un qui est haut placé, quoi. Qui déclarait en 2013 sur France 3, sur France Culture en 2011. Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années, qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme.
des personnes dont je pourrais vous citer les noms, qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liées à des rites de sorcellerie et de magie avec des meurtres rituels, sous le double couvert, et je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas et de hauts étages, du trafic de drogue et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel. Et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique, où des prêtres défroqués, menant double vie, se retrouvent dans des scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels. C'est assez effroyable. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres témoignages, même de personnes qui travaillent à Hollywood ou dans le show business. Il y a des personnes qui ont témoigné de choses qu'ils avaient vues, qu'ils avaient assistées. Et il y en a plein d'autres comme ça. Justement, ce passage sur le satanisme, la manière dont la psyché d'un être humain qui est confronté à de tels sévices, comment il est défragmenté d'un point de vue cognitif, et ce qui arrive derrière pour cette pauvre personne, c'est catastrophique. Et c'est une personne qui n'a plus la capacité de penser par elle-même, c'est une personne qui est défragmentée, donc qui a des problèmes de psychiatrie lourde. Ouais, vous imaginez, enfin je n'imaginez pas, c'est très difficile. À mon avis, pour se reconstruire derrière ça, oula quoi, ça me fait penser à cette vidéo d'Élise Lucet qu'elle avait réalisée justement sur la pédocriminalité et qui finalement a perdu tout pouvoir derrière. On y est. D'ailleurs, je vais passer ce passage. Je ne parlerai pas du groupe Bilderberg, il est dans le livre. Ça, c'est quelque chose que vous avez à lire. Sinon, ça, là, c'est sûr, ma vidéo, elle saute. Parce que tu as tous les noms qui sont référencés, faisant partie du groupe Bilderberg. Et ce à quoi sert ce fameux groupe. Si peut-être un petit passage quand même. Peut-être un petit passage. Une allocution de justement David Rockefeller lors d'une des réunions de Bilderberg en 91 à Baden-Baden en Allemagne. Je vais vous la lire. Ça peut être pertinent. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. Quand je pense qu'il y en a qui disaient que c'était du fantasme. We need a single global order. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et des banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Allez! Il parle également de l'assassinat économique. Donc qu'est-ce que c'est que l'assassinat économique? Ce terme regroupe un vaste réseau de manipulateurs financiers professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Ils dirigent l'argent de la Banque mondiale, de l'Agence américaine du développement international, donc on a l'USI, Agency for International Development, et d'autres organisations humanitaires vers les coffres de grandes compagnies et vers les poches de quelques familles richissimes qui contrôlent les ressources naturelles de la planète. Leur arme principale, les rapports financiers frauduleux, les élections truquées, de mignonnes, les pots de vin, l'extorsion, le sexe et le meurtre. Ils jouent un jeu vieux comme le monde, mais qui a atteint des proportions terrifiantes en cette époque de mondialisation. Je sais très bien de quoi je parle, car j'ai été moi-même un assassin économique. Vous le connaissez cet homme. Il passe sur les plateaux, il passe sur les plateaux privés, de chaînes privées, j'ai l'impression c'est pour amoindrir le sentiment de culpabilité et de remords qu'il a à l'intérieur de lui. C'est comme pour essayer de se faire pardonner ses fautes qu'il a commises dans le passé. C'est ce qu'on appelle... comment il s'appelle? Il s'appelle John Perkins. Voilà. C'est pareil, j'essaierai de vous mettre d'inclure des passages vidéo pour que ça soit plus digeste que des petites citations que je vous cite ici et là.
Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques.